Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Comment l'histoire du conflit israélo-palestinien s'est-elle accélérée? Bonjour Vincent Lemire. Bonjour. Vous êtes historien, maître de conférences en histoire contemporaine et vous avez notamment publié une bande dessinée en compagnie de Christophe Gauthier, Histoire de Jérusalem, c'est aux éditions des Arènes. Il vous est arrivé une étrange histoire, puisque vous êtes à la fois donc historien, je l'ai dit, maître de conférences, et puis vous êtes devenu un auteur de bande dessinée extrêmement populaire, puisque cette bande dessinée a recueilli un grand succès, signe de l'appétence de nos compatriotes pour cette histoire, une histoire particulièrement compliquée que vous résumez, puisque cette bande dessinée, vous êtes allé la présenter le 13 juin 2023 à Gaza. Comment s'est passée cette présentation? Oui, au mois de juin, au mois de mai-juin, j'ai été à Gaza. J'ai été aussi la présenter dans beaucoup d'écoles israéliennes. À Gaza, c'était à l'Institut français, qui était malheureusement un lieu merveilleux, une espèce de bulle comme ça, avec beaucoup d'étudiants, d'étudiantes, des départements de français, hein, des universités de Gaza. On avait en fait fait une petite exposition sur le making-of de cette BD, comment on fait une bande dessinée, comment on choisit les éléments, comment on dialogue, comment on construit aussi une bande dessinée historienne, hein, parce que j'y insiste beaucoup, hein, c'est pas seulement une bande dessinée historique, elle est historienne au sens où méthodologiquement, tous les dialogues de cette bande dessinée sont tirés des sources authentiques. Donc, en fait, je m'adressais beaucoup à des étudiantes et des étudiants. Chaque fois que j'ai été à Gaza, il y a une qualité d'écoute qui est incroyable parce qu'on arrive de l'extérieur en fait et qu'on apporte comme ça de l'oxygène à cette population civile de Gaza qu'on a tellement besoin. Et ce qui est frappant, c'est que cette bande dessinée elle a aussi été accueillie du côté israélien. Quelques jours avant, j'étais à l'université de Bar-Ilan, qui n'est pas une université particulièrement progressiste, hein, en Israël. C'est pas l'université de Tel Aviv ou de Haïfa, une université très religieuse. Et il m'avait invité pour présenter cette bande dessinée dans le département de français, mais aussi le département d'études antiques et d'études bibliques. Et on a dialogué. En fait, ce qui est frappant avec cette bande dessinée, c'est que voilà, on a réussi, on arrive à s'adresser à tout le monde, à la fois à des gens très observants, musulmans, juifs, chrétiens, et y compris ici en France, évidemment, c'est dans le contexte actuel qu'on n'avait évidemment pas prévu. C'est bon, peut-être une petite lueur d'espoir. Depuis lors, bien entendu, le chaos, l'apocalypse s'est emparé de cette région. Vincent Lemire, vous évoquez dans une tribune que vous aviez publiée au Monde le nombre de morts dans les deux camps. Alors cette tribune, elle a quelques jours et hélas, le bilan s'est encore alourdi à Gaza. Mais vous expliquez que le 7 octobre, les morts israéliens représenteraient à l'échelle de la France 9000 morts. Et puis pour les morts gazaouis, aujourd'hui, on en serait à 700 000 morts. Comment essayer de parler de cette tragédie sans être binaire? Mais c'est toute mon obsession depuis le 8 octobre au matin, le dimanche 8 octobre. J'ai pris quelques heures avant de me plonger en fait dans cette séquence qui est absolument tragique. On est certain qu'on est face à un événement historique, au sens, voilà, mot galvaudé, mais là, il y a évidemment pas d'hésitation. Euh, un historien, une historienne, face à un tel événement, doit essayer de prendre la parole pour le caler dans le temps, hein, c'est ce que j'ai essayé de faire tout de suite, doit essayer de le caler dans le temps long du conflit, montrer qu'on est dans une séquence complètement inédite, non seulement en termes de niveau de violence, les massacres terroristes du 7 octobre, horrifiques, pas seulement dans le nombre de morts, mais dans le mode opératoire. Le nombre de morts à Gaza depuis le 7 octobre qui atteint des niveaux qui sont... On est à plus de 1% de la population hein, qui est morte, sans compter les blessés graves, etc. Donc vous avez eu raison de... Je rapporte toujours ces chiffres à la population française pour que ceux qui nous écoutent là ce matin, en fait, un petit peu se rendent compte en fait, de ce que vivent intimement les deux sociétés civiles. Et donc, face à ça, mon discours, mon obsession, c'est de dire
Nous ne vivons pas ce que vivent aujourd'hui les Israéliens et les Palestiniens. Ni vous, Guillaume Erner, ni moi, ni en fait personne, aucun des auditeurs qui nous écoutent depuis le territoire métropolitain. Donc on ne doit pas jouer à la guerre, ni d'un côté ni d'un autre. On a tous nos parcours, nos convictions, etc. Mais le rôle de l'historien, on dit toujours, c'est de prendre du recul. Alors, c'est très compliqué de prendre du recul quand vous m'invitez ce matin, et je vous en remercie, et je viens pour commenter des événements qui sont passés hier, avant-hier. On va parler de cette fameuse conférence sur la recolonisation de Gaza, la Cour internationale de justice, l'UNRWA. C'est très difficile de prendre du recul avec une nuit d'écart. Mais voilà, c'est un métier. Il faut aussi rapprocher les événements qui nous arrivent de ceux qui sont arrivés pour les comparer, pour dire que c'est totalement inédit, pour dire encore une fois que les deux sociétés sont dans une épreuve existentielle, c'est le terme que j'ai utilisé assez vite et qui est aujourd'hui repris dans Alors, le débat public, existentielle parce que ce sont les sociétés civiles, en fait, ce sont les civils qui sont en première ligne, c'est plus les victimes collatérales, en fait. Aujourd'hui, c'est pratiquement les cibles prioritaires, les civils. ce qui veut dire que aujourd'hui, peut-être plus que jamais, l'existence d'Israël est menacée. Vincent Lemire, expliquez-nous pourquoi selon vous. Alors, des deux côtés, et encore une fois, c'est pas une volonté rhétorique, des deux côtés. Il y a aujourd'hui une menace existentielle immédiate qui pèse sur les populations civiles de Gaza, non seulement par le nombre de morts, mais effectivement par les menaces d'expulsion. On va en reparler, mais le projet explicite et parfaitement assumé d'expulsion de tout ou partie des 2,5 millions d'habitants de Gaza, ça, évidemment, ça fait écho dans l'histoire palestinienne à la Nakba. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les ministres israéliens, alors que Nakba était un terme tabou dans le débat public israélien, aujourd'hui, c'est devenu un slogan. Donc il y a une menace existentielle immédiate pour les Palestiniens de Gaza et aussi, d'une certaine manière, pour ceux de Cisjordanie. Mais j'y insiste, et encore une fois, ce n'est pas par une volonté d'être symétrique à tout prix. Je considère qu'il y a une menace existentielle qui pèse aujourd'hui sur l'État d'Israël, non seulement ressentie le 7 octobre par l'ampleur des massacres, mais aussi surtout par l'effondrement du soutien international à Israël, y compris chez ses plus proches alliés. Hein. Il faut regarder les sondages générationnels qui sont réalisés chez les démocrates américains. En fait, les vieux démocrates, les seniors, sont relativement loyaux encore à l'État d'Israël parce qu'ils ont un souvenir aussi des décennies passées. Mais les jeunes démocrates, y compris la communauté juive américaine. Communauté juive américaine qui, comme on le sait, vote à 85-90% pour les démocrates et qui aujourd'hui a totalement divorcé d'avec Israël. De ce point de vue-là, parce qu'on s'exprime ce matin, on s'exprime depuis la France, la communauté juive française est tout à fait singulière. Est tout à fait singulière et on ne doit pas penser les rapports entre Israël et ses diasporas du point de vue de la France parce que c'est pratiquement une exception. Pourquoi est-ce qu'il y a une menace existentielle sur Israël ? Parce que l'existence de cet État est liée d'une manière ou d'une autre à une forme de légitimité internationale. Je le répète toujours, mais Poutine peut commettre les pires exactions en Ukraine. Personne n'a jamais renié le droit aux Russes d'être russes en Russie. Et c'est pareil pour l'Allemagne, pour la Grande-Bretagne, pour l'Italie, pour la France. Voilà, ce sont des États qui sont installés dans leurs frontières. Pour Israël, c'est pas la même chose. Et donc, aujourd'hui, les dirigeants israéliens font courir un risque existentiel, j'y insiste, à ce jeune État qui n'a que 75 ans, en poursuivant cette guerre à Gaza. Et puis, on se dit, Vincent Lemire, que jamais dans cette histoire qui a été jalonnée de guerre, comme vous le rappelez notamment dans votre bande dessinée Histoire de Jérusalem, jamais la situation n'a paru autant sans issue, parce qu'on ne voit pas du tout comment de cette page terrible pourrait sortir une lueur d'espoir. Mais le seul terme qui vient, c'est soit le Deus ex machina, vous savez, je dis qu'on est au 5e acte de la tragédie, si on cale en période. Les 4 premiers. Les 4 premiers, la jeunesse des projets nationaux, des affrontements sous tutelle internationale pendant le mandat britannique, des guerres conventionnelles entre États dans les années 50-70, des alternances d'intifada et de négociations dans les années 90-2010. Et puis, dans la décennie 2020, on est dans un 5e acte qui est complètement autre chose, vous voyez, qui correspond à rien de ce que je viens de dire. C'est plus des guerres conventionnelles entre États. On n'est plus du tout dans le processus de paix, c'est terminé. On est effectivement dans des affrontements où les civils sont en première ligne, où ce sont les premiers visés.
dans les deux cas. Donc, ce cinquième acte, on le sait, hein, dans la tragédie grecque, c'est l'acte du dénouement. Généralement, ça se termine mal. Mais c'est pour ça que je parle du Deus ex machina, c'est que c'est le seul motif d'optimisme qu'on peut avoir, c'est qu'on se dit toujours, quand on est au bord de la falaise, au bord du précipice, des prises de conscience peuvent éclore. Et de fait, c'est le cas quand on voit par exemple la diplomatie américaine, on voit qu'elle est beaucoup plus sincère, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intense en fait sur le conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre que jusqu'au 6 octobre. Donc on a des prises de conscience, mais en même temps, c'est une course contre la montre parce que les acteurs de terrain ne sont pas dans cet agenda-là. Et puis, beaucoup d'acteurs de part et d'autre, Vincent Lemire, ont intérêt au pire. Oui, avant de venir ce matin, je relisais en fait les déclarations de ce qui s'est passé dimanche à Binyané Haouma, qui est on va dire le palais des congrès d'Israël, devant 5000 personnes. Il y avait 12 ministres du gouvernement israélien actuel, donc un tiers du gouvernement était là. Il y avait 15 députés de la coalition, un quart de la coalition, dont des députés du Likoud. Et ce meeting appelait explicitement à l'expulsion massive des habitants de Gaza. Le ministre Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, la seule solution, je le cite, est la déportation massive des habitants de Gaza. Le ministre des Communications, qui explicite un petit peu ça. L'immigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie. Il dit parfaitement ce que c'est que ce fameux terme d'émigration volontaire. Et puis, une des organisatrices de la conférence est encore plus explicite. Les portes de Gaza vont s'ouvrir vers le sud, les Gazaouis vont passer par là et le peuple d'Israël pourra s'y installer. Donc on a là véritablement un projet d'expulsion massif. Je rappelle que la Nakba de 1948, c'est 750 000 expulsés. Là, on parle de 2 500 000 personnes. Donc, on a effectivement des acteurs de terrain, et on reparlera tout à l'heure évidemment du Hamas et des stratégies du Hamas, qui sont dans la stratégie du pire. Vincent Lemire, votre histoire de Jérusalem en compagnie de Christophe Gauthier est publiée aux éditions des Arènes. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par l'avocat spécialisé en droit international, Yohann Soufi, 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Retour donc avec l'historien Vincent Lemire, professeur des universités en histoire contemporaine. On vous doit notamment une histoire de Jérusalem en bande dessinée, publiée aux éditions des Arènes. Et nous sommes en duplex avec Yohann Soufi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit international, ancien directeur du bureau juridique de l'UNRWA dans la bande de Gaza. Yohann Soufi, avant de parler justement de l'UNRWA, j'aimerais que vous évoquiez avec nous la Cour internationale de justice. Peut-être nous présenter d'ailleurs cette cour, car tout ceci est un peu complexe, et revenir sur la décision qu'elle a prise. Ça n'est pas sans lien d'ailleurs avec la situation aujourd'hui de l'UNRWA. Probablement pas. Donc la Cour internationale de justice, c'est l'organe judiciaire principal des Nations unies. Donc elle a été créée en 1945, au même moment que l'organisation, et elle a pour objet de trancher les différents entre États, les différents juridiques entre États. Et elle a été saisie par l'Afrique du Sud qui alléguait qu'Israël avait violé ses obligations au regard de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du génocide. Et le 26 janvier dernier, la Cour a considéré qu'il existait effectivement un risque plausible de génocide à Gaza et a demandé à Israël, a ordonné à Israël, puisque c'est une décision contraignante, de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir ou réprimer prévenir un génocide dans la bande de Gaza et punir les personnes qui inciteraient au génocide. Et enfin, elle a demandé aussi à Israël et à l'ensemble de la communauté internationale de lever toutes les entraves à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Quand vous dites que ce sont des décisions contraignantes, que se passerait-il si un État, donc là en l'occurrence Israël, refusait d'observer ce qu'a décidé la Cour ? Alors ce ne serait pas la première fois qu'Israël refuse de respecter le droit international, mais elles sont contraignantes juridiquement.
Après, la Cour internationale de justice, mais comme l'ensemble des juridictions internationales, n'a pas de force militaire ou de force de police susceptible de faire exécuter ces décisions. Et donc, elle dépend de la volonté du Conseil de sécurité des Nations Unies d'abord, mais en réalité de l'ensemble, de la volonté, de la capacité de l'ensemble des États de faire exécuter ces décisions, y compris par la force. Il revient donc ensuite aux États de prendre des sanctions internationales, des sanctions diplomatiques, économiques, ou voire une action militaire, comme par exemple ça avait été le cas en Russie, qui a fait l'objet de nombreuses sanctions à la fois diplomatiques et financières, pour faire respecter le droit international et la décision de la Cour internationale de justice en particulier. Et Johan Soufi, cette Cour internationale de justice n'a pas appelé à un cessez-le-feu. Pourquoi? Est-ce que ça signifie que les belligérants, et donc là, en l'occurrence d'abord Israël, a le droit de continuer cette guerre à Gaza? Alors, elle ne l'a pas fait, mais elle n'a pas justifié dans sa décision la raison pour laquelle elle n'appelait pas un cessez-le-feu. Donc, forcément, les interprétations sont un peu spéculatives. Mais effectivement, la première raison, à mon avis, c'est qu'il revient en priorité au Conseil de sécurité de prendre des résolutions concernant la paix et la sécurité internationale. La deuxième raison, c'est effectivement, elle l'avait fait pour la Russie en 2022, mais je rappelle que la Russie avait justifié son agression de l'Ukraine en prétendant qu'il y avait un génocide en cours dans le Donbass, et c'est donc sur cette base juridique que la Russie avait agressé l'Ukraine. La Cour internationale de justice ayant considéré que la Russie avait à tort invoqué cette convention, la conséquence logique de cette décision, c'était de demander l'interruption des combats en Ukraine. Mais enfin, effectivement, le Hamas n'étant pas un État et n'étant pas partie à la procédure, si la Cour internationale de justice avait ordonné un cessez-le-feu, eh bien cette ordonnance, cette décision ne se serait appliquée qu'à Israël, et donc ça aurait créé une situation un peu ambiguë, dans laquelle Israël serait tenu juridiquement de cesser les combats, tandis que le Hamas aurait pu continuer légalement ces combats. Ouais, c'est pour ça, j'imagine, Johan Soufi, qu'il n'y a pas pu y avoir de plainte contre le Hamas pour les exactions commises le 7 octobre. Oui, c'est exactement la raison pour laquelle ça n'a pas eu lieu. L'autre élément, il est important et il est à mettre en lien, Vincent Lemire, c'est quelques minutes, quelques heures après donc cette condamnation de l'État hébreu, est intervenue une violente polémique autour de l'UNRWA, lancée donc par Israël. Quelques mots, Vincent Lemire, pour présenter ce qu'est l'UNRWA et pour nous dire comment on ne peut pas, bien sûr, ne pas mettre ces deux événements en rapport. Alors oui, vous avez raison. D'abord, ils sont en synchronie. Et Johan Soufi a eu raison de rappeler l'histoire de cette Cour internationale de justice, hein, qui est, c'est pas c'est pas la CPI. Hein, elle date de 1945. L'UNRWA, c'est 1949. L'UNRWA, d'une certaine manière, c'est la mauvaise conscience d'Israël, parce que c'est une agence de l'ONU qui est spécifiquement chargée de prendre soin des réfugiés palestiniens de la première Nakba, de la Nakba de 1948-49. Alors, il faut savoir qu'il y a 13 000 employés de l'UNRWA dans la bande de Gaza. Sur les 30 000 employés de l'UNRWA, il faut savoir que l'UNRWA intervient non seulement à Gaza, mais en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Et donc, les décisions sur la question du financement de l'UNRWA pourraient avoir des conséquences gravissimes dans toute la région, en fait, hein, pas seulement à Gaza. Et il faut savoir aussi que tous les employés de l'UNRWA transmet toujours la liste de ses employés aux autorités israéliennes, ne serait-ce que pour qu'ils puissent circuler. Donc ils sont tous fichés au sens strict par les Israéliens. Vous imaginez bien que depuis le 8 octobre au matin, les services de renseignement israéliens travaillent d'arrache-pied pour identifier des employés de l'UNRWA qui seraient impliqués à un titre ou à un autre dans les attaques du 7 octobre. 4 mois après, ils en ont identifié 12 qui seraient impliqués à un titre ou à un autre, hein, peut-être certains en soutien logistique.
12 sur 13 000, c'est moins de 0,1%. Pour moi, l'information à froid, c'est la surprise presque, c'est que 99,9% des employés de l'UNRWA, qui sont tous des habitants de Gaza, qui sont tous des citoyens palestiniens, ne sont pas impliqués dans les attaques du 7 octobre. Donc voilà, il y a évidemment un contre-feu israélien stratégique. Et encore une fois, vous avez eu raison de le dire, c'est pas la première fois que ça arrive. En 2018 déjà, Trump avait suspendu le financement américain à l'UNRWA sur des soupçons de liens entre l'UNRWA et les autorités du Hamas. Il faut dire que pour l'opinion publique israélienne, parce qu'il y a eu énormément d'articles, de reportages là-dessus, l'UNRWA est accusé de propager une sorte d'antisémitisme d'atmosphère, comme on pourrait dire maintenant. Oui, c'est tout à fait. Enfin, c'est la question de la guerre scolaire. Hein, c'est la question des manuels scolaires qui sont enseignés dans les écoles palestiniennes, dont des écoles gérées par l'UNRWA. Mais il faut bien avoir conscience, l'UNRWA, c'est pas une entité hors sol au sein de la société palestinienne. C'est une entité qui est à 99,9%, voilà, le fait de réfugiés palestiniens eux-mêmes. Donc c'est sûr qu'ils ont un narratif sur le conflit israélo-palestinien qui est totalement engagé, totalement impliqué dans le conflit. Ça, il n'y a aucun doute sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez, Yohann Soufi, puisque vous êtes ancien directeur du bureau juridique de l'UNRWA dans la bande de Gaza? Oui, ce sont des accusations très graves. Moi, après, sur les faits, je ne connais pas les détails de ces accusations israéliennes, mais effectivement, comme il a été dit, ce sont des accusations, pour l'instant, seulement des suspicions qui doivent faire l'objet d'une enquête indépendante de UNRWA, et c'est d'ailleurs ce que l'ONU s'est engagée à faire immédiatement, avec en plus le licenciement immédiat des 12 employés, bon, il y en a 2 qui sont morts, il me semble, mais des 9 employés qui avaient été identifiés par Israël. Donc, moi, je m'interroge sur ce que UNRWA aurait pu faire de plus à partir du moment où le Shin Bet, les services de renseignement israéliens, n'avaient pas su non plus détecter l'attaque du 7 octobre et n'avaient pas identifié ces individus comme étant membres de groupes armés. Qu'aurait pu faire UNRWA ? Donc ça, c'est la première interrogation. La deuxième, effectivement, le timing et la concomitance avec la décision, elle fait plus qu'interroger. Pour moi, elle est évidente et c'est clairement un contre-feu. Mais enfin, j'ai l'impression que la décision des États occidentaux, qui sont les principaux contributeurs de UNRWA aujourd'hui, de sanctionner l'ensemble de l'organisation, de l'agence, mais au-delà, en réalité, toute la population gazaoui, puisque je rappelle que UNRWA à Gaza, c'est la dernière ligne de vie d'une population qui est confrontée à des circonstances humanitaires absolument désastreuses. Moi, elle me paraît non seulement injuste moralement et mauvaise politiquement, mais elle me paraît aussi être en contradiction directe avec l'ordonnance de la Cour internationale de justice que l'on a rappelée, qui exigeait non seulement à Israël, mais à l'ensemble des États de la communauté internationale, d'augmenter l'aide humanitaire dans Gaza pour prévenir un génocide. Or, ce qu'on voit, c'est que les États ont pris exactement la décision contraire, c'est-à-dire de fermer le robinet de l'aide humanitaire de la principale agence dans la bande de Gaza. Mais dans le même temps, alors, bien sûr, on comprend l'urgence et l'importance, Yohann Soufi, de cette aide humanitaire. On peut aussi peut-être déplorer, si on considère que les faits sont établis, ce que Vincent Lemire a appelé la guerre scolaire, c'est-à-dire la manière dont les écoliers qui sont scolarisés par l'intermédiaire ou grâce à l'UNRWA sont soumis ou exposés à un discours relatif, non pas à Israël, mais peut-être aux Juifs qu'on pourrait qualifier d'antisémites. Mais bien sûr, mais ça, l'UNRWA lutte, mais depuis, en tout cas moi, quand j'y ai travaillé, avec absolument une tolérance zéro pour l'incitation à la haine et à la violence. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Après, vous êtes sûr de ça, pardon, ah bah oui, j'en suis certain, puisque on a mené des enquêtes quand j'y étais
à chaque fois qu'il y avait des faits qui étaient rapportés, eh bien, ils faisaient l'objet d'une enquête et de sanctions. Simplement, comme ça a été rappelé, UNRWA évolue dans un environnement qui est celui de la bande de Gaza, et donc que certains individus parmi la population de réfugiés gazaouis, y compris parmi les enseignants, à titre individuel, incitent à la violence ou à la haine, ça malheureusement, c'est aussi une réalité contre laquelle UNRWA a tâché de lutter et continue de lutter. Mais il ne faut pas, parce qu'il y a des individus, une infime minorité qui se comportent mal, eh bien sanctionner une organisation tout entière. C'est comme si on avait quelques profs, une poignée de professeurs ou d'enseignants au sein de l'éducation nationale française et qui incitaient par exemple à la violence ou qui étaient négationnistes, et qu'on disait que c'était l'ensemble de l'éducation nationale qui avait incité à la violence. Vous voyez, c'est aussi ridicule que ça. L'autre élément, Vincent Lemire, vous vouliez Non, réagir? juste une précision factuelle, parce que depuis samedi, on voit des informations un peu erronées, là, en particulier dans la presse française. La France n'a pas suspendu en vérité son financement à l'UNRWA. Il se trouve qu'il n'y avait pas de versement prévu au premier semestre 2024. Et la France a dit, comme l'Union européenne d'ailleurs, que la situation serait réexaminée au mois de juin. Et donc, vraisemblablement, l'aide sera reconduite. Et y compris John Kirby, conseiller à la sécurité nationale américain, a dit il ne faut pas charger toute l'organisation à cause de l'action d'un petit nombre, je le cite. Donc c'est juste, voilà, c'est pour dire que la séquence n'est pas si claire que ça, et sans doute que, y compris, alors les États, c'est des États très atlantistes qui pour l'instant ont suspendu cette aide. Ils reviendront là-dessus parce que ça a été dit, plus de 6 millions de personnes, pas seulement à Gaza, mais également en Cisjordanie, au Liban et en Syrie, vivent grâce à l'UNRWA. Et que l'UNRWA, c'est toutes les campagnes de vaccination, c'est l'eau potable, c'est les accouchements, c'est voilà. Donc c'est pas seulement l'école. L'autre information que vous aviez évoquée, Vincent Lemire, il y a quelques minutes, c'est ce rassemblement d'extrême droite qui a eu lieu ce week-end en Israël avec une partie du gouvernement, puisqu'il faut rappeler que c'est une coalition, il faut rappeler que cette coalition agit dans un contexte où le Premier ministre Benjamin Netanyahou est décrédibilisé, il y a un vrai problème de légitimité, et cette extrême droite qui tentait donc de pousser son avantage, a appelé à une recolonisation de Gaza. Avec quelles conséquences, Vincent Lemire? Mais effectivement, les sujets sont liés parce que il faut bien rappeler à nos auditeurs qui peuvent parfois être surpris, voire choqués, que l'on ait pu accuser Israël d'incitation ou de projet génocidaire à Gaza. Ça, c'est l'ordonnance qui a été rendue vendredi à 13h par la Cour internationale de justice. Il faut savoir que c'est une définition très extensive. Le déplacement forcé de toute partie d'une population civile, c'est une intention génocidaire. De ce point de vue-là, la Shoah est un apax, est pratiquement une exception dans l'histoire génocidaire. Donc ça, c'est la première chose. Donc, intention génocidaire ou incitation au génocide, sachant que les déplacements de population entrent dans cette définition. On a parlé, je l'ai dit tout à l'heure, de ces 12 ministres du gouvernement israélien qui étaient présents à ce meeting pour la recolonisation de Gaza. Ben Gvir qui parle de déportation massive. Mais il faut savoir que Netanyahou, devant les militants du Likoud, avait dit lui-même qu'il fallait réduire la population de Gaza à son strict minimum. Et puis, dans ce fameux meeting dimanche après-midi à Jérusalem, Uzi Shabag, qui était le premier orateur de ce meeting et qui était accessoirement membre d'un groupe terroriste qui planifiait le dynamitage de la mosquée Al-Aqsa dans les années 80, a dit « Nous devons aller au-delà du projet de Theodor Herzl ». Je le dis parce que c'est pour dire qu'il y a un tournant historique qui est parfaitement assumé de la part de cette extrême droite suprémaciste israélienne. On est vraiment dans du post-sionisme. Quand on invoque la figure d'Herzl pour dire il faut aller plus loin que Theodor Herzl, on est dans un projet véritablement post-sioniste. Alors, pour l'instant, donc, ce sont des discours qui sont portés par une partie du gouvernement, mais qui ne sont pas officiels. Yohann Soufi, ce que l'on ne comprend pas, c'est que cet arrêt de la Cour internationale de justice, il semble dire qu'Israël doit
réprimer les incitations au génocide. Est-ce que ce type de discours, justement, ne pourrait pas tomber sous le coup de cette décision? Bien sûr que ça tombe sous le coup de cette décision, comme l'a fait Vincent Lemire. Je rappelle que, par exemple, en ex-Yougoslavie, avec le génocide de Srebrenica, le génocide a commencé par une volonté de transférer de force ou de déporter une partie de la population. C'est lorsque cette population s'oppose à un déplacement forcé que parfois aussi sont commis des actes qui relèvent d'actes génocidaires. Donc on est clairement dans une violation directe de l'ordonnance de la Cour internationale de justice et de la Convention de 1948. Et dans le même contexte, Vincent Lemire, puisqu'il y a dans votre bande dessinée un certain nombre de choses qui font évidemment écho avec la situation actuelle. J'étais plus pessimiste que vous tout à l'heure. Moi, je disais que c'était compliqué de voir des lueurs d'espoir. Vous en voyez une, même si celle-ci est mince. On a l'impression que du côté donc de ces religieux israéliens, il y a donc une volonté de recoloniser Gaza avec l'apocalypse qui pourrait s'en suivre. Du côté du Hamas, même chose, puisque on a l'impression que le fait d'exposer la population civile, de prendre une décision, l'attaque du 7 octobre, qui était une sorte d'attaque millénariste, puisqu'il ne pouvait pas ignorer bien sûr l'apocalypse qui allait s'en suivre, qu'on est dans une situation absolument proche de celle de la fin des temps, telle que celle que vous décrivez pour les religieux, les théologiens et eschatologiques à Jérusalem. Oui, oui, vous avez raison de rappeler tous ces événements. Et dans cette bande dessinée, on rappelle que toute l'histoire de cette région est effectivement hantée par l'horizon eschatologique. C'est là que ça doit se Donc la fin passer. des temps, La fin des temps, l'eschatologie. l'apocalypse et la fin des temps. Alors ça peut se terminer que c'est Isaïe. Hein. Ensuite, le loup peut vivre avec l'agneau. Mais Il faut rappeler le prophète. oui, oui, le prophète Isaïe que Netanyahou cite beaucoup en ce moment. Mais avant que le loup puisse dormir avec l'agneau, il va se passer des horreurs, quoi. Et c'est vrai que l'histoire de toute cette région est complètement hantée par cet horizon eschatologique, apocalyptique. Du côté du Hamas, c'est évident, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même des assaillants qui, encore une fois, ont été bien au-delà d'objectifs stratégiques. Hein. Je l'ai écrit dès le 10 octobre. Ils auraient pu s'arrêter à tuer des militaires, y compris prendre des otages militaires, c'est-à-dire un acte de guerre. Et en fait, de façon délibérée, hein, ils ont choisi ces massacres de civils. Du côté israélien, on est un petit peu dans la même logique. C'est tout le point de bascule dans lequel on est. Et c'est pour ça que on ne peut être que absolument pessimiste pour les jours et les semaines et les mois qui viennent, parce que on voit qu'on est dans cette marche vers l'abîme. Et en même temps, on se rend compte qu'un certain nombre d'observateurs et d'acteurs internationaux ont pris conscience du risque existentiel, j'y insiste, pour les deux populations et essayent d'agir. On est dans une course contre la montre. On sait que les élections américaines vont agir très très fortement de ce côté-là. Moi, ça ne me rend pas plus pessimiste que ça. Je dis aussi que Biden, voilà, il lui reste 6 mois pour agir. Ça peut se débloquer. De ce point de vue-là, les instances internationales, pour reprendre toute la globalité de notre entretien, Cour internationale de justice, Conseil de sécurité, UNRWA également, les agences internationales ont leur rôle à jouer pour s'interposer en fait dans la marche vers le pire à laquelle on est en train d'assister. Un mot de conclusion, Johan Soufi. Oui, moi, mon espoir, je le place dans la justice et dans le droit international. Après la Shoah, après la catastrophe qu'a vécue l'humanité, on a créé des instruments pour essayer de prévenir le pire. Aujourd'hui, on est effectivement au bord du précipice et j'espère que l'humanité prendra conscience de l'importance du respect du droit. Mais le droit, il faut le faire respecter. Et aujourd'hui, il faut que notamment les États qui soutiennent Israël s'engagent dans cette direction. Cela dit, en relisant votre bande dessinée, Vincent Lemire, on se demande comment cette région qui est si particulière, si pleine de massacres, les massacres des croisés, les différentes guerres qui ont eu lieu là-bas, et comment celle-ci pourrait vivre un jour une forme de normalité.
Oui, mais alors peut-être qu'il faut... là, les gens qui nous écoutent et qui liront cette bande dessinée se rendront compte qu'il y a aussi pas mal de chapitres sur des périodes apaisées de l'histoire de Jérusalem. C'est un peu comme vous, hein, vous n'allez pas ouvrir votre journal pour dire tout se passe bien en Israël-Palestine. On nous le reproche. Quand ça se passe bien, eh bien, voilà, on a peut-être eu tendance parfois à nous raconter l'histoire de cette région qu'avec les épisodes de massacre. Il y a eu des périodes de coexistence, d'ailleurs pas si anciennes que ça, et dans cette bande dessinée, on les raconte aussi. Merci, Yohann Soufi. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit international. Merci, Vincent Lemire. Votre bande dessinée, donc, c'est Histoire de Jérusalem, publiée aux Arènes.